Bonjour Victor, on te reçoit ici pour parler de ton livre Vivre sans police, qui est un livre sur le quartier d'Exarchia à Athènes, en Grèce, mondialement connu, puisque objet d'un anarchotourisme international depuis fort longtemps, depuis 2008. Et en fait, ce livre s'inscrit dans la continuité de deux autres livres que tu avais écrits avant. Il y a Nanterre du bidonville à la cité, qui raconte, comme le titre l'indique, l'histoire de populations qui a été maintenue en marge par la société capitaliste à Nanterre, et de leur passage du bidonville à la cité, et de toutes les implications politiques qu'il pouvait y avoir autour. Et le deuxième livre que tu as commis ensuite, c'est du taudis au Airbnb. Voilà, du taudis au Airbnb. Tous ces livres sont édités chez Agode. Donc, du taudis au Airbnb, c'est un bouquin qui traite d'une question cruciale à Marseille, qui part de l'effondrement de la rue d'Aubagne, d'un immeuble de la rue d'Aubagne, et qui parle de la gentrification de Marseille, aux dépens de gens maintenus dans des conditions d'habitation misérable. Et en fait, il y a vraiment une continuité entre ces bouquins, parce qu'il y a la question de l'habitat qui les parcourt, puisque Exarchia va être ensuite confronté à des phénomènes comparables à ceux de Marseille, d'une certaine manière. Est-ce que tu reconnais une continuité dans ton travail ? Ouais, d'autant plus qu'il y a quelques jours, j'en parlais justement pour les commémorations du 5 novembre. Enfin, pas aux commémorations elles-mêmes, mais je faisais une intervention autour du 5 novembre. Mais c'est vrai qu'en regardant les trois livres, finalement, il y a une continuité, surtout dans deux choses qui sont essentielles pour moi, ou qui le sont devenus à travailler aussi sur ces questions, et y vivre et y militer, le plus souvent aussi. C'est qu'on part d'un drame, d'un massacre, d'un incendie, de la mort d'un jeune, ou de plusieurs personnes, donc du 17 octobre 61 à Nanterre, mais aussi des morts violentes entre les mains de la police au début des années 2010. Il y a 3 morts consécutives à cette période. Et on a aussi la mort du jeune Alexis à Athènes en décembre 2008. Et puis les effondrements de la rue d'Aubagne et les 8 morts de la rue d'Aubagne. Donc c'est des histoires lourdes. Et qui souvent se concluent aussi par des transformations en fait, dans les logements beaucoup moins visibles, mais qui éparpillent les habitants, éparpillent les occupants, éparpillent les gens qui ont lutté, et beaucoup, et qui mettent fin aussi à des séquences de révolte très importantes dans les quartiers, dans les villes ou dans les pays où ça se joue. Donc ouais, là-dessus, au départ, je ne le voyais pas forcément directement, et puis à la fin, à Athènes, il y a une même séquence peut-être la plus intense, quoi, de révolte et de désobéissance et de dissidence et d'insubordination qui se lève avec décembre 2008, qui va être conjugué en plus avec la crise économique qui s'abat exactement au même moment sur tout le pays, et qui va finalement dans le quartier en ébullition et sans police être plus ou moins fini, et évidemment avec une forme de répression d'État directement militaro-policière, où le complexe sécuritaire s'est complètement redéfini en 10-12 ans, et puis aussi quelque chose de beaucoup moins visible qu'est la transformation interne du quartier à travers sa gentrification, la transformation de ses commerces, de toutes les populations qui y viennent, mais aussi l'invasion Airbnb.
On va en parler plus tout à l'heure. On va commencer par parcourir ton livre, si tu veux bien. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé, une des... En fait, le titre Vivre sans police est un peu réducteur, parce qu'on pourrait dire, on pourrait l'appeler Histoire d'Exarchia, en fait. Je ne sais pas s'il faut prononcer Exarchia ou Exarchia, parce que moi, j'ai pas été dans le tourisme anarchiste. Je le dis avec un peu d'ironie, mais en même temps que certains lieux attirent beaucoup de monde à certains moments, parce qu'il y a des grands craquements, c'est absolument naturel. Et donc, on aurait pu l'appeler Histoire d'Exarchia d'une certaine manière, parce que c'est un livre qui explique pourquoi ce quartier s'est retrouvé sans police pendant une douzaine d'années. Voilà. Et donc, et ce qui a fait son mérite et son intérêt de laboratoire, d'une certaine manière. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux faire un peu un résumé des conditions de la crise grecque qui ont abouti à la grande révolte de 2008, en quelques mots, enfin, la dictature européenne, les effets de la dictature financière européenne. Ouais, c'est effectivement ces deux choses qui s'imbriquent, mais qui sont aussi en même temps très différentes. Il y avait la citation d'un copain sur place qui est resté de nombreuses années, qui disait, en fait, pour moi, le 6 décembre 2008, la mort d'Alexis, le jeune de 15 ans qui se fait tuer dans le quartier, en plein samedi soir, c'est ce qui a donné, en fait... Par la police et par le comment il s'appelle, Epimondas Korkoneas, donc le policier qui va être mis à pied et poursuivi pour homicide volontaire dans la foulée, ce qui fait aussi là, je pense, un point de rappel, une grosse différence avec ce qui peut se passer aussi ici, mais ça va donner en fait une révolte contre directement les violences policières, leurs liens toujours opaques, mais continus avec la dictature depuis sa fin en 1974, qui ont été un petit peu mis sous le boisseau avec la transition démocratique. Tout ça va donner un peu l'explosion de tout un mouvement anarchiste aussi qui bouillonne depuis des années. Et en parallèle, on a la crise économique qui s'abat sur tous les foyers, qui, eux, vont donner toutes ces grandes manifestations, grève générale tous les 15 jours, 48 heures où le pays est complètement à l'arrêt, qui se produisent parce que l'Europe, l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, donc la fameuse Troïka, ces trois instances qui ont pris le pouvoir un peu sur les décisions économiques et politiques du pays, organisent ce qu'ils appellent des mémorandums, qui en gros dictent aux parlementaires ce qu'ils doivent ratifier en termes de coupes dans les budgets de l'État pour pouvoir se financer à nouveau sur les marchés, parce qu'en décembre 2009, la baisse des notes par les agences de notation de la Grèce l'empêche de se financer et donc de rembourser sa dette sur les marchés financiers. Donc c'est toute cette histoire qui s'imbrique et je suis assez d'accord qu'en fait le titre Vivre sans police, en réalité, il peut être trompeur, parce que c'est surtout parce qu'en fait, il résume d'une certaine manière ces 10 à 12 années où tous ces phénomènes conjugués vont faire qu'à Exarchia, il y a une espèce de menace permanente, que le Chaudron, ce quartier bastion un petit peu historique, intellectuel, de résistance à la dictature des colonels, mais bien avant encore, pendant la guerre civile, à tout un tas d'oppressions, réexplose comme en 2008, juste après la mort du jeune Alexis. Et donc on a un peu toutes les phases par lesquelles en fait finalement dans un quartier on se passe de la police, parce que au départ on a cette menace qui plane et cette révolte après 2008, ensuite les phénomènes économiques et l'austérité qui s'abat sur le pays, donc le pouvoir politique qui a aussi autre chose et d'autres priorités à mener que de combattre le quartier en question. Quand il reprend la main en partie au milieu de la crise, c'est aussi toute la question de comment se développent des formes de résistance à tous les phénomènes fascisants et à la guerre de rue qui se mène dans les quartiers aussi limitrophes d'Exarchia, avec les groupes et les bataillons d'Aube Dorée qui chassent les migrants en permanence, notamment après 2012-2013.
Et de là, on passe à toute la période un peu plus... qui questionne aussi cette vie sans police dans le quartier. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une organisation fasciste. Ouais, néo-nazi même, proprement antisémite, qui naît au début des années 80 à travers un journal qui est rapidement en fait transformé en groupe politique, mais qui n'a pas connu les phénomènes de normalisation, entre guillemets, des forces, on va dire, frontistes qu'on connaît ici, et qui reste en fait au début des années 2000, quand il commence un petit peu à grossir, un groupe proprement néo-nazi, c'est-à-dire avec des gros bras tatoués qui vont chasser des migrants et des gauchistes ou des anards dans les rues d'Athènes, mais qui sont en fait groupusculaires jusqu'au pic de la crise, et qui vont être montés en épingle aussi largement nationalement par les médias pour donner une espèce d'apparence de respectabilité au pouvoir conservateur et la droite qui veut justement utiliser ces chiens fous un peu du capitalisme pour attaquer aussi directement certains droits. C'est eux qui vont du coup mettre en place les premiers centres de rétention, qui vont faire des chasses aux migrants permanentes aussi depuis le point de vue... Quand tu dis que Hope Doré, c'est eux qui ont créé le premier camp de migrants, je comprends pas très bien. Non, c'est pas Hope Doré qui a créé le premier camp de migrants. Ils vont servir en fait de relais à un pouvoir conservateur qui va mettre en place toutes ces mesures qu'on connaît bien à cette période, en 2010, 2011, 2012 et surtout 2013. Toutes ces formes d'enfermement généralisé des migrants en France, on les connaît depuis un moment, mais qui vont justement arriver à une vitesse accélérée en Grèce avec ce pouvoir d'Anthony Samaras qui va utiliser, et ça aussi c'est une continuité dans les livres, une période d'urgence, de crise politique, la fameuse stratégie du choc, pour imposer des choses qui jusque-là n'étaient pas possibles dans le pays. Les premiers centres de rétention, les attaques contre les squats qui s'étendaient depuis le quartier d'Exarchia et faisaient le lien avec d'autres dans l'hypercentre d'Athènes, et qui constituent, c'est aussi très particulier les squats à Athènes, qui constituent quand même des lieux où se replient vraiment de façon parfois quasi militaire, un peu les militants pour échapper à la police et parfois aux rondes des néo-nazis, mais où se réfugient aussi de plus en plus les migrants qui sont pourchassés. Et donc, toute cette histoire aussi du quartier refuge qui naît à cette période d'Exarchia comme un lieu où en fait on ne va pas les pourchasser jusque-là, et qui va devenir un lieu d'accueil après, avec la grande vague de migration depuis la Syrie, quoi. Ce qui est frappant dans l'histoire des mouvements populaires, des mouvements de contestation en Grèce, c'est le rôle qu'ont joué les assassinats, enfin les drames humains, parce que les grandes manifs immenses auxquelles tu as fait allusion se sont brusquement arrêtés à la suite de l'incendie d'une banque et de la mort d'employés. Le 5 mai 2010, ouais, avec l'incendie de la banque Marfin. Ce qui a entraîné une sorte de cassure aussi au sein du mouvement entre ceux qui défendaient ce type d'action et ceux qui la critiquaient. Et c'est des choses qu'on va retrouver aussi. Ce sont des désaccords, des différends qu'on va retrouver à l'intérieur d'Exarchia aussi, à certains moments, par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis de phénomènes considérés comme négatifs. Il y avait une formule, ça m'échappe là, c'est pas l'ensauvagement, mais il y a eu le cannibalisme social. Voilà, c'est le cannibalisme social. Qui gangrènerait le quartier au milieu de la crise avec des comportements dits de plus en plus asociaux, sans portée politique, qui gangrènerait la vie autogérée du quartier. Ce qui était impressionnant, c'est que cette critique venait d'une assemblée extrêmement respectée. Alors bon, moi je trouve aussi le mérite de ton livre, c'est de montrer le fourmillement qu'a été Exarchia, et entre autres ce fourmillement d'assemblée,
toutes sortes d'assemblées, chaque mouvement avait son assemblée, les micro-quartiers avaient leur assemblée, ou les squats eux-mêmes avaient leur assemblée, et donc il y avait une ambiance assembléiste extrêmement forte, avec cette fameuse assemblée des assemblées, qui, apparemment, à un moment où certains, en tout cas, en se posant comme des porte-parole de l'Assemblée des assemblées, a pris une position extrêmement radicale sur la question des comportements négatifs à l'intérieur, qui était appelé cannibalisme social. Alors il faut que je refasse un petit point là-dessus, oui, clairement sur séparer ce qui va se passer au niveau national et ce qui se passe dans le quartier. Parce que, en fait, c'est pas l'Assemblée des assemblées qui prend ses positions, c'est l'Assemblée pour la reprise d'Exarchia. L'Assemblée des assemblées, c'est quelque chose qui naît finalement un peu sur le modèle que va épouser le mouvement Gilets jaunes à un moment donné, plusieurs années plus tard, qui est un regroupement de toutes les assemblées et de toutes les luttes qui essayent en gros, de tempérer, de lutter ou de s'opposer au phénomène de la crise économique qui gangrène tout le pays. Tandis que l'Assemblée pour la reprise d'Exarchia, c'est un groupe, une assemblée de plein d'assemblées, effectivement, et de plein de squats dans et hors du quartier, qui va se monter à la suite d'un poignardage d'un militant du quartier, d'un squat super en vue dans le quartier, et qui va, en gros, réveiller tout ce que le chapitre sur la lutte anti-mafia essaye de brosser, c'est-à-dire comment on se passe de la police et comment on règle ces conflits dans un quartier quand la police n'y rentre pas, en particulier face à ce qui est appelé sur place l'État parallèle, qui est donc l'organisation de la mafia, les dealers, etc. Donc en gros, il y a deux choses. Il y a, à partir de 2008, tout ce phénomène effectivement, qui vont faire d'Exarchia un lieu de fascination, là où les gens se rendent, de militantisme qui passe un peu les frontières, et qui donne ce chapitre sur la découverte, sur quelles sont les impressions des gens quand ils débarquent dans un quartier qui, depuis 5, 6, 7 ans, vit cette effervescence et est devenu un des lieux en Europe où on compte le plus de lieux occupés, autogérés, et où il y a une certaine culture de l'autodéfense, de la pratique collective qui défend en fait et ses squats, mais aussi quand il y a des manifestations néo-nazis, des manifestations patriotiques, dans un pays où on apprend quand même à se passer aussi de l'État la plupart du temps, parce qu'il est beaucoup moins présent dans les imaginaires et dans les pratiques que ici, à se défendre de ces phénomènes qui tentent de venir dans le bastion d'Exarchia. Il y a ça, d'un côté, en 2008... il faut bien, pour bien situer les choses chronologiquement, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir des émeutes déclenchées par l'assassinat du jeune anarchiste, la police n'est plus rentrée dans le... C'est ça. Il y a ce qui est la suite, qui est un peu comment naît cette menace, ce rapport de force où, en gros, tout le monde a compris que s'il rentrait à nouveau, le risque c'était une nouvelle explosion qui a conduit en 2 nuits. Hein. C'est ça aussi, c'est tout l'imprévu et l'inattendu de ce qui arrive après le 6 décembre 2008, c'est 45 commissariats qui sont attaqués dans la première et la deuxième nuit. C'est des manifestations dans tout le pays, voire dans des petites villes ou même des toutes petites villes proches des campagnes où il n'y a jamais eu la moindre manifestation. Des jeunes qui directement vont s'attaquer au commissariat, mais aussi souvent à des symboles de ce qui est en train de naître, qui est la crise économique, les banques, les grosses enseignes, etc. Et donc on est vraiment dans cette configuration où, face à une police qui est quand même largement impréparée, hein, faut s'imaginer à l'époque une partie de la police anti-émeute grecque qui arrive avec des chemisettes, une bombe au poivre. On n'a pas encore tout aussi le phénomène d'outillage hyper militaro-policier qu'on a vu se développer depuis avec les flashballs, les tasers, etc. Voilà, le savoir-faire français qui s'exporte et qui d'ailleurs va participer un peu à cette redéfinition du complexe sécuritaire en Grèce tout au long de la crise. Et donc une police très impréparée,
un pouvoir politique qui ne sait pas exactement quoi faire de tout ça, où en fait ils tentent en permanence pendant un mois d'émeutes et de révoltes et de manifestations mélangées, parce que c'est très hétérogène aussi ce qui se passe, qui tentent en fait de ramener le calme, qui tentent évidemment de diviser à l'intérieur du mouvement comme souvent entre les bons manifestants, lycéens, familles éplorées par la mort d'un jeune, parce qu'on a vraiment des syndicalistes, des familles qui vont se rendre aussi dans les manifestations dès les premiers jours. Et de l'autre, les bachalas, les délinquants sociaux, les délinquants politiques, voire les immigrés, très rapidement aussi, qui vont devenir, comme souvent, la catharsis et la manière de diviser à l'intérieur du mouvement, mais ça ne marche pas trop. Et donc, plutôt, effectivement, à cette période, en pleine crise, que d'en finir avec une forme de répression qu'on connaît très bien, brutale, directe, l'idée, et c'est ce qui est développé dans le bouquin, c'est plutôt de rester à distance. Rester à distance le temps que ça se réorganise, que ça se transforme, le temps que ça se calme aussi certainement en face, voire que ça s'épuise. Et donc, c'est tous les autres chapitres qui le rappellent. Et ça, il y a un jeune qui a vécu un peu toutes ces années, qui se définit lui-même comme un enfant de 2008, de cette révolte, comme on aurait pu se définir un enfant de 68, ou un enfant des émeutes, peut-être après la mort de Naël plus récemment, qui dit, en gros, la bulle financière spéculative qui se construisait à cette époque et depuis le début des années 2000 explose en 2008. Moi, à cette période, j'avais 15-16 ans. Jusque-là, les banques prêtaient à tout va, les gens construisaient, prenaient des crédits, dans une sorte de folie dépensière. Puis arrivent les premières faillites. Et comme beaucoup de jeunes, on ne captait pas tout. On était bercé par ce sentiment très patriotique, ces idéaux européens, la réussite, les Jeux Olympiques, la richesse apparente. Adolescent, moi je vivais normalement. Classe moyenne à l'école française, ce qui est clairement un privilège. Et puis chacun vivait dans sa petite bulle, jusqu'à la crise qui fragilise encore un peu plus les économies comme la Grèce, qui a très peu de choses à vendre sauf son tourisme, le tourisme, et sa position géographique stratégique. Les premiers parents d'amis tombent dans le chômage. On se pose les premières questions, on fait des rencontres, et là, pile au moment où tout ça se construit, un soir, en plein milieu d'Exarchia, un adolescent est assassiné par un flic. Et cet acte est complètement injustifié. Donc ça met le feu aux poudres, et ça va conduire en très peu de temps à quelque chose qui fait en fait très peur aussi. On se rend pas compte, et moi ça je m'en suis rendu compte, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de travailler, c'est de revenir un peu en arrière. Moi quand j'arrive à Athènes, on est déjà en 2014, ça fait 6 ans en fait que c'est passé, c'est un chaudron parce qu'il y a aussi toute la crise économique qui est passée, comme dit Yanis, un autonome antifa qui s'y rend de plus en plus à cette période, passé sur les corps des Grecs. Mais en 2008, il y a peu en fait de révoltes comme ça qui sortent des périphéries, des banlieues comme on les a vues en novembre 2005, il y a 20 ans pour la mort de Ziad Ebouna, et qui vont aussi porter en fait l'émeute en plein cœur de la ville. Et ça, c'est ce qui se passe en 2008, et en fait, ça fait très peur. Au même moment, on a les journaux de France Culture qui font leur une sur la Grèce en disant Athènes est à feu et à sang au bout du 2e jour d'émeute. C'est terrible. Les policiers, en plus, ils ont été déjà inculpés pour homicide volontaire alors que les enquêtes ne sont même pas terminées. Ils sont tellement choqués que ça puisse arriver, un truc pareil. Mais surtout, dans les semaines qui vont suivre, on est 3 ans après et les émeutes de novembre 2005 et les révoltes contre le contrat première embauche, CPE plus étudiante, qui avait quand même mis fin pour une fois à un peu cette résignation dans les manifestations depuis un moment. Le ministre de l'Éducation nationale, hop, il retire un projet de rénovation des lycées directement en ayant peur que ça crée ce qui se passe en Grèce. Donc on est aussi quand même sur une période où les émeutes, les manifestations font encore peur. Ça a eu un retentissement international. Clairement. Et ça fait aussi... Pour les pouvoirs en place. Pour les pouvoirs d'abord, et rapidement aussi, ce que dit justement cet autonome antifa qui se rend de plus en plus à cette période, c'est on arrivait de plus en plus en Grèce en collectif, avec la crise qui... C'est un Français Non, c'est un Grec d'origine, mais qui a grandi en Belgique, et qui fait ses manifestations en Allemagne en soutien à ce qui se passe en 2008, mais de loin, et qui peu à peu s'y rend de plus en plus, comme beaucoup de gens, qui créent un peu cette solidarité internationale qui se porte de plus en plus, et dans les ZAD, et à Athènes, et au Chiapas, etc.
et qui dit, en fait, quand on arrivait à Athènes à cette période, c'était dingue. C'était comme arriver à Disneyland, quoi. Il y avait des expériences qui se créaient un peu partout, des groupes qui ouvraient des bâtiments un peu partout. C'est un petit peu la transformation théorico-pratique révolutionnaire qui l'a le plus bouleversé avant de découvrir les Gilets jaunes en France. Je signale au passage que un des mérites de ton bouquin, c'est la grande quantité d'entretiens. Tu cites énormément de gens avec qui tu as fait un travail de sociologue, il faut bien le dire aussi. Alors, c'était pas prévu. Au départ, c'était vraiment une volonté de revenir sur la parole des personnes avec qui moi j'avais participé, notamment dans toute la question de l'accueil et de la rénovation des bâtiments pour accueillir les réfugiés, les exilés au printemps 2016. C'était de revenir un peu sur une manière de faire une histoire orale, quoi. De rendre un petit peu cette parole qui commençait aussi un peu à disparaître du fait des années qui passent, de la répression qui commençait à arriver, 2008-2019, quand le quartier est repris. Et j'avais vraiment envie de faire un peu ce que j'avais découvert dans un bouquin qui, moi, m'a beaucoup marqué en termes d'histoire. C'était Le bref été de l'anarchie de Hans Magnus Enzensberger, où c'est comment se travaille un mythe de la colonne d'Urruti et de la résistance au fascisme pendant la guerre d'Espagne à travers les différentes versions qu'ont pu avoir les protagonistes de l'événement, les témoins, les amis, la femme de Durruti, et comment en fait on a des versions parfois hyper contradictoires d'un même personnage, d'un même événement. Et là, évidemment, le mythe était moins une personne que cette espèce d'histoire personnifiée et mythifiée d'Exarchia, quoi, et de cette vie sans police. D'où le fait que j'ai cherché à pas réduire aussi à une histoire unilatérale ou unique, toutes les embrouilles, les disputes et en même temps les solidarités, les formes de vie qui marquent cette décennie de lutte et de feu un peu à Athènes. Tu délimites plus ou moins deux grands courants. Ils sont les anarcho-communistes et les insurrectionnalistes. Alors tu peux dire deux mots sur... Qui se définissent d'ailleurs pas forcément toujours comme ça, en tout cas les anarcho-communistes, mais en gros, si tu veux, dans le quartier, et ça c'est aussi la force pour moi de cet écosystème qui naît à cette période, c'est la grande diversité des groupes en fait, qui ouvrent des lieux. Et souvent, on a un peu comme dans l'autonomie allemande, on a en gros un lieu occupé, parfois loué, mais c'est quand même beaucoup plus rare, égale une assemblée, égale un groupe politique. Donc c'est des tout petits groupes qui partent d'une dizaine de personnes et qui peuvent monter vraiment dans les cas les plus importants à 100, 200 personnes, qui sont hyper connectés les uns aux autres, parfois en conflit aussi, mais qui font qu'on a plein de lieux, avec plein de tendances très différentes, et qui vont exploser entre 2016 et 2019, notamment avec l'implantation des squats aussi pour les réfugiés, avec un grand courant anarchiste historique qui s'est sous-divisé en deux branches, donc le courant anarcho-communiste, qu'on peut voir notamment dans un squat hyper important qui va devenir central, qui est le squat Vox, qui est implanté vraiment sur la place centrale du quartier, qui va mettre en place aussi, en plein milieu de la crise, les premières permanences, pas permanences, mais elles, pour subvenir à la santé des Grecs, qui sont sortis quand même. Il y a un tiers des Grecs qui n'ont plus du tout de couverture assurance maladie à cette période, qui peuvent plus soigner et qui vont mettre en place donc des premières ailes autogérées où des médecins bénévoles viennent donner des soins à toutes et à tous. Qui, lui, va notamment s'engager très fort dès les premières années dans la lutte antifasciste. 2012-2013, c'est vraiment le moment où le pic d'Aube Dorée et des rondes anti-migrants s'implantent dans les quartiers d'à côté. Et puis il y a un courant aussi qui a fait d'une certaine manière scission avec cet anarchisme historique, et le courant anti-autoritaire ou dit anti-autoritaire, qui est notamment marqué par la présence d'une organisation importante, Alpha Kappa, qui a élu domicile dans un lieu qui, lui, est un des rares loués dans le quartier, qui est le centre social Nosotros, qui, lui, donne aussi sur Platia, mais de l'autre côté, donc sur la place centrale d'Exarchia, et qui sert aussi de
lieu de gravitation, de soirée, d'accueil, d'impression, d'affichage, enfin voilà, de tout un ensemble de choses. Et puis, on a les squats un peu plus fermés, d'un courant beaucoup plus activiste, très lié à des actions aussi clandestines qui sont légion hein, dans la Grèce et historique, mais aussi contemporaine, qui est le courant insurrectionnel. Qui lui a fait sienne un peu la théorie, la doctrine de l'insurrection permanente, qui est un manifeste qui est écrit depuis la prison par la conspiration des cellules de feu en 2010, et qui dit en gros, pendant la crise, et sous Syriza quelques années plus tard, pas de temps mort à l'insurrection, pas de choix dans les cibles, attaquer toutes les cibles en fait du capitalisme, quelles que soient ses formes et quelles que soient ses sensibilités, quoi. Oui. Et donc, on a ce chaudron, et la manière dont le chaudron a fini par être éteint, enfin largement éteint, en tout cas pour un bon moment, elle est bien décrite dans ton bouquin. Et pour ça, j'aimerais bien, pour aborder cette deuxième partie, j'aimerais bien que tu lises un passage qui explique à quelle contradiction s'est trouvé confronté l'ensemble du quartier de ces composantes révolutionnaires. Mmh. Donc on est en 2016, et donc on a trois grandes choses qui se recoupent, quoi. On a en même temps ce quartier en ébullition depuis 2008, on a l'arrivée massive tout à coup fin 2015, début 2016, en pleine désillusion politique avec la gauche qui est au pouvoir depuis 6 mois, Syriza, qui n'a pas réussi à renégocier les traités européens. On a la plus grande vague d'arrivée d'exilés avec la guerre en Syrie, arrivée sur les côtes européennes depuis les côtes turques depuis 1945, 850 000 entrées cette année-là. Et de l'autre, donc du coup l'implantation de lieux dans le quartier pour les accueillir très rapidement, et de l'autre la renaissance d'un courant qui lutte contre le deal et la mafia dans le quartier. Samedi 5 mars, j'apprends qu'une manifestation est prévue dans la soirée. La nuit tombe, je cherche en vain le rassemblement sur Platiya. La place est occupée par des jeunes assis sur les bancs du square qui discutent, boivent un verre. En revanche, il y a peu de gens à l'ombre de la rangée d'arbres et du muret où d'ordinaire les dealers sont installés. Sans réussir à vraiment décrypter les affiches tout autour de la statue centrale, je tente ma chance en redescendant l'avenue Stournari qui débouche sur Polytechnique. Là, toujours rien. Mais je reconnais quand même Yanis qui me salue chaleureusement depuis son vélo qu'il ne quitte jamais. À peine le temps d'échanger quelques mots et de passer les grilles de Polytechnique qu'une masse compacte de dizaines de personnes nous impose de nous écarter. Tous les rangs sont cagoulés, casqués, manches de pioche en main. Ils s'étendent et occupent désormais presque toute la largeur de la rue, débordent les trottoirs. Le cortège démarre, rapidement. En quelques minutes, plusieurs milliers de personnes se rassemblent, tout en noir. Le service d'ordre est impressionnant. Il forme peut-être le quart, un tiers de la manifestation. À ce stade, il ne correspond plus vraiment à sa définition de service d'ordre. Il est la manifestation, de la tête jusqu'en son cœur. L'impression n'est pas que numérique, elle est aussi physique. Les gabarits et les allures sont loin du cortège de lycéens. Des pères de famille, des quarantenaires me glissent à l'oreille James, comme pour exprimer la présence d'habitants, moins habitués des samedis soirs à Exarchia. Dedans ou dehors, la physionomie du cortège ne tolère pas l'entre-deux, même si la queue de peloton se relâche un peu. Il est 20h ou 21h, et la place centrale, d'habitude bondée, est déserte. Les badauds se sont volatilisés à la vue des premiers rangs. Certains ont même cru à une attaque d'aube dorée, me racontera Jay, un peu penaud, le lendemain. Les trikakis, ces mini-tracts slogans jetés en l'air par poignées, ont échoué tout autour de la statue. Une puissante sono, posée sans assistance, crache mécaniquement une voix de femme monocorde, préenregistrée, qui énumère probablement les raisons de l'action. Vox, mafia, police, Platiya sont les seuls mots que je distingue. La sono annonçait que la manif était armée avec des flingues, m'expliquera plus tard Iriana. Mais ce soir, la place n'est qu'une étape et elle est vite franchie.
Le cortège s'ébroue vers les rues étroites et les hauteurs, et tire à perte de vue l'imposant déploiement de noir, puis redescend. Aucune voiture ne gêne sa progression, pas un klaxon. On emprunte finalement la longue rue piétonne qui marque la frontière du quartier, avec ses cordons de mat, les CRS locaux, un peu plus haut, et ses restaurants en terrasse bondés donnant sur la place centrale. Le cortège est si dense que se porter vers l'avant n'est plus possible. À l'approche de Platilla, les cris redoublent, tandis qu'un filet rougeâtre illumine les premiers rangs. Sur la vidéo tournée par la seule caméra indépendante autorisée ce soir-là, les torches éclairent les armes à feu brandies par les premières lignes. Des colonnes serrées encerclent le terre-plein central, se postent tout autour, rangent leurs armes, toujours apparentes, sous les blousons et les caouets noirs. Une scène spectaculaire, méticuleusement orchestrée, qui se poursuit avec la dispersion des armes au milieu des groupes qui sont postés à chaque angle de la place, qu'ils gardent désormais ostensiblement. D'autres forment des cordons hermétiques devant certains commerces. Seuls les drapeaux sur les manches de pioche, noirs, rouges ou les deux, permettent de distinguer encore certains groupes. Et le temps s'étire. L'ambiance devient même pesante pour les rangs plus clairsemés avec lesquels je suis resté au milieu de la place, difficile de savoir quoi faire de son corps ou rester observé sans groupe auquel se rapporter. Et donc là, on a la description d'une tentative de réaction contre la présence des dealers de la mafia. Est-ce que tu peux décrire un peu plus ce phénomène ? Alors, ce qui se passe, c'est quelques jours plus tôt, donc c'est un des militants dont j'ai parlé, poignardé en pleine tête, après une agression sexiste qui leur a été rapportée dans le squat dont il était question de Vox. Suite à cette action d'un dealer très connu de la place, s'organise ce qui est un phénomène en fait assez récurrent dans Exarchia à cette période, c'est une battue pour chasser en fait les personnes qui s'opposent donc au mouvement plus largement et pour chasser les dealers dans le quartier. Et en fait tout ça fait revivre et régénérer d'une certaine manière une lutte qui en réalité existe depuis très longtemps et qui prend pour acquis théoriquement que quand en gros l'État ne peut pas pénétrer directement ou se tient à distance avec sa police du quartier, il utilise sa main parallèle, son bras armé, souvent pour soit déstabiliser le quartier révolutionnaire, soit pour en finir avec certains groupes, en utilisant donc la mafia. Alors là, il faudrait peut-être préciser un peu plus. La mafia, c'est le mot qu'utilisaient les gens sur place, mais ça encourt une réalité qui est peut-être plus complexe que ça, dans la mesure où c'est peut-être pas la mafia classique du type sicilien avec des chefs et une structure pyramidale, mais c'est peut-être aussi des groupes, des petites bandes avec pas mal de migrants dedans aussi. Et puis, ce sont des gens qui vendent quoi? Qui vendent du shit ou qui vendent des drogues dures, hein. Il y a quand même une distinction parce que l'histoire des mouvements est ponctuée de destruction de mouvements par l'introduction de l'héroïne, par exemple. Mais on ne peut pas dire la même chose des drogues légères. Donc, ça a d'ailleurs, c'est intéressant intéressant de savoir oui. de quelle substance il s'agit, et si c'est vraiment une mafia au sens traditionnel, ou si c'est en fait des petites bandes. Voilà. Alors, l'introduction de l'héroïne elle est d'autant plus intéressante que c'est là que naît, en tout cas c'est ce que disent... j'ai pas été faire des enquêtes dans les archives, moi, hein, ni policières, mais en tout cas des entretiens et des présents et des témoins. C'est notamment dans dans la transition vers la démocratie, la chute de la dictature après 1974, que se développent les premiers mouvements qui vont constituer cette théorie selon laquelle l'État, quand il peut le faire,
va utiliser le moyen des drogues pour déstabiliser le quartier d'Exarchia. Bah, c'est sûr que l'exemple de l'Italie était là aussi, c'est que l'introduction de l'héroïne a participé à casser le mouvement du 68 italien. Et là, il y a un moment particulier qui est celui de l'opération Propreté, je crois, qui consiste à effectivement prendre appui sur un grand concert de rock qui se tient à la fin des années 70, qui va faciliter l'introduction de l'héroïne dans le quartier, pour ensuite lancer une vaste opération policière dedans. Et donc c'est un peu sur cette théorie que la plupart des groupes militants, révolutionnaires, anarchistes, encore actuellement, ou en tout cas à cette période, maintiennent l'idée que donc du coup il y a en gros 3 manières d'envisager la répartition des forces dans un quartier. C'est soit l'État qui dicte un peu les règles avec sa police, soit les forces révolutionnaires qui font de l'autogestion et de l'autodéfense dans le quartier, soit la mafia qui prend le contrôle quand l'État s'affaisse et vient faire du business. Donc en fait, oui, il y a différentes formes de mafia, ça c'est sûr, mais c'est pas sur cette sous-division à l'intérieur du clan qui fait de l'argent et qui est une forme primitive d'accumulation du capital, pour le dire simplement, que se distingue en fait la lutte. La lutte, c'est vraiment sur comment en face de nous on peut avoir des formes beaucoup plus invisibles effectivement d'états parallèles qui se mettent en place, de gens qui rachètent des commerces et qui les font fructifier pour blanchir de l'argent, etc., etc. Il y a des petits dealers qui sont hiérarchiquement complètement différents et qui mènent un travail autrement là-dessus. Les migrants d'ailleurs ils sont pas très encore pris en fait dans ce business même en 2016, c'est après que ça arrive, notamment quand il y a le démantèlement du gang, parce qu'en fait très rapidement ce qui va se passer c'est qu'après le poignardage de ce militant et les grosses manifestations et la création d'une assemblée pour la reprise d'Exarchia, le Habibi en question, donc le dealer en question, est assassiné un matin de mars 2016. Dans une pure tradition mafieuse. Donc. Visiblement. Ça fait beaucoup penser aux exécutions de la mafia avec deux motards, enfin un motard et un passager. Qui font très mafieux sur le. Et d'ailleurs, c'est ce que je raconte aussi dans l'imaginaire. On voit l'imaginaire tout de suite qui vient en tête, c'est la moto, le blouson en cuir, le casque, la vitre teintée, et puis l'arme à feu, quoi. Et qui en même temps, en Grèce, ont aussi une particularité, c'est qu'elles sont très liées aussi à l'histoire militante, et notamment des groupes clandestins, politiques, qui, depuis l'organisation 17 novembre, qui s'est montée en référence évidemment à l'insurrection contre la dictature des colonels, ont décidé d'éliminer aussi physiquement, et c'est le seul groupe qui mène encore des actions de ce type-là en Europe après les années 2000, d'éliminer physiquement les non épurés de la dictature et ou les forces impérialistes qui les soutenaient, et donc des figures de la politique américaine, etc. Et donc on a aussi, même 3 ans avant cette exécution, des assassinats politiques en pleine rue, en représailles là aussi à des meurtres, comme celui de Pavlos Fyssas, le rappeur antifasciste tué en septembre 2013, et où la réaction, c'est aussi 2 mois plus tard, le 17 novembre 2013, un communiqué qui revendique l'assassinat de 2 militants néo-nazis d'Aube Dorée en pleine rue, et qui pose sur la table le fait que l'organisation entièrement est visée, puisque c'est 2 militants complètement anodins et qui sont en plus situés à 50 mètres d'un poste de police à Nea Heraklion. Donc on a aussi, voilà, on a ce phénomène effectivement qui montre que dans le quartier sans police, sous Syriza, qui vraiment fait attention à pas créer d'antagonisme et de conflit avec le quartier révolutionnaire à cette période, on a des formes un peu d'opacité, de zone grise, où se mélangent parfois un peu les codes entre effectivement bandes, mafia, militants politiques. Et puis de l'autre, on a quand même aussi une histoire longue de cette tension entre un mouvement politique parfois armé
qui règle aussi ses comptes politiques autrement que ce qu'on a l'habitude de voir à l'Ouest, quoi. En tout cas, cette question de la lutte contre la mafia, enfin ce qu'on appelait la mafia, ça contribue aussi à accentuer des désaccords au sein du mouvement lui-même. Et je sais pas si on peut résumer les positions différentes, mais c'est vrai que, en tout cas, cette lutte contre la mafia, ça se raccordait à cette idée qu'il fallait lutter contre le cannibalisme social. Et est-ce qu'il n'y avait pas une forme de moralisation et de risque de moralisation un peu arbitraire en fonction de critères puritanisme ou qui pourraient être critiquables donc, Bah, c'est pour ça que c'est le passage, pour moi, central aussi de comment on résout ces conflits sans la police. Quand la police n'est pas là, c'est forcément, on est dans une période qu'on est obligé de rappeler ça fait 8 ans que la crise, elle passe sur les corps, que les gens, beaucoup ont d'ailleurs souvent bougé hein, ailleurs en Europe pour pouvoir tout simplement survivre, trouver un travail, etc. Que les gens sont épuisés, que ça fait aussi 8 ans qu'ils luttent, qu'il y a une forme d'abandon très claire et caractérisée qu'on connaît dans plein d'autres endroits, de laisser à l'abandon pour pouvoir reprendre, laisser se dégrader pour pouvoir ensuite avancer en termes de rénovation du quartier, rénovation des éclairages publics, transformation, gentrification, etc. On est vraiment à une conjonction de plein de phénomènes qui font que il y a des formes où ça s'accélère. Il y a une accélération, par exemple, sur Platiya, de plein de phénomènes, effectivement, de déprédation, avec quand le gang va être démantelé à la suite du meurtre du mafieux, enfin du dealer. Il est démantelé par la police aussi. Il est démantelé par la police, qui là réagit, quand elle voit qu'en gros ça part complètement en vrille et qu'il y a des représailles de ce type-là. Et il y a plein de gens qui vont reprendre aussi le business, mais aussi plein de gens sur des modes très différents. Il y a des gens qui vont ouvrir des petits étals pour se faire un peu d'argent parce qu'ils n'ont rien. On est quand même dans un quartier où il y a énormément de gens qui sont arrivés et où il n'y a aucun subside pour rester, alors que par contre toutes les frontières ont été fermées et donc sont complètement bloquées avec cette arrivée massive d'exilés en Grèce et savent absolument pas quoi faire en attendant un hypothétique passage à l'ouest. Donc il y a toutes ces formes-là qui prennent place. Et puis, il y a, comme souvent dans les phénomènes, je pense, d'un peu d'abandon, il y a toute une frange aussi du quartier qui essaye de remettre de l'ordre, entre guillemets, parce que ça met la pagaille et dans les vies, qui voient aussi certaines agressions se développer en parallèle de ce business complètement hors contrôle. Et on a là des choses qui ont été racontées à plein de reprises, dans d'autres endroits. C'est comment, à un moment donné, on passe aussi de formes de régulation très politiques, ouvertes contre l'État, contre la police, contre l'austérité, à comment on maintient dans notre quartier où on s'en sort quand même encore un peu malgré la crise, à un niveau de tension et de conflictualité qui reste vivable, quoi. Et là arrivent en fait plein de points de vue très différents et qui peuvent mêler aussi des voisins super conservateurs qui veulent maintenir le quartier encore acceptable d'un point de vue du niveau de violence et d'autres qui sont dans le mouvement révolutionnaire et qui ont partie liée avec toutes les histoires qui viennent de se passer, et notamment les agressions des dealers, quoi. Et donc on est aussi dans ce flou, dans cette zone grise où ça se passe, et effectivement, beaucoup de gens, à ce moment-là, voient en fait certaines formes de militantisme s'associer avec d'autres formes moins politiques de résolution du conflit, et sortent du mouvement quand ils voient aussi les armes sortir, quand ils voient une forme de militarisme sortir. Et en même temps, d'autres restent dans la lutte, parce qu'ils voient bien aussi toute l'étendue de la complexité qu'il y a à laisser le quartier être gangréné par la conflictualité rampante et le niveau de violence qui augmente, quoi, entre 2016 et 2018. Et ça, c'est un jeu très habile aussi, qui est mené par les autorités.
laisser pourrir le quartier révolutionnaire et laisser les différentes factions et les différentes fractions à l'intérieur du quartier se battre. Qu'il y a eu un besoin d'autorité qui est né, comme diraient des journalistes? Un besoin d'autorité, non. Un besoin de réguler, par contre, les conflits à l'intérieur d'un quartier, il y en a eu, il y en a, il y en aura, quel que soit le rôle de la police. Comment ça s'est passé, la régulation? Est-ce que tu as eu quelques exemples? C'est là où, d'une certaine manière, on peut dire qu'en même temps, ça fonctionne au sens où pendant 10 ans, finalement, la police continue de ne pas rentrer. Et contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps dans le sens commun, non, tout n'est pas parti en vrille. Et les gens, ils continuaient de pouvoir habiter et de bien vivre aussi la plupart du temps, voire mieux à Exarchia. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un moment où quand toutes ces forces conjuguées de la crise, des nouvelles arrivées, des allées et venues, des gens qui sont obligés de partir, de l'enfoncement dans la pauvreté, de la crise qui s'accentue, des agressions, etc., font qu'il y a effectivement à un moment donné un niveau de tension qui fait aussi partir certaines personnes et du mouvement et du quartier. Mais en réalité, et c'est pour ça que la lutte anti-mafia, elle bascule très rapidement dans le livre sur la question de la gentrification. On voit qu'en dernière instance, c'est pas vraiment les disputes politiques qui sont finalement la surface un petit peu de ces conflits, qui sont la conséquence en fait de la déstructuration aussi sociale du quartier par la crise et par l'arrivée du Airbnb. C'est à ça que j'allais arriver, parce que le deuxième facteur après la mafia, ça a été Airbnb qui a le deuxième facteur négatif dans le quartier. Oui, qui s'implante d'autant plus vite que je pense, pour des raisons assez peut-être presque évidentes maintenant, à rebours, parce que maintenant on a vu tout le désastre et les dévastations que ça peut provoquer sur plein d'autres quartiers et plein d'autres villes, mais parce que aussi beaucoup de gens le pensent relativement imperméable en fait à ce phénomène au départ, et il a en plus d'être relativement imperméable dans un quartier qui est aussi bouillonnant politiquement et où on attaque, pour le dire simplement, tous les samedis soirs les flics à la frontière du quartier à coups de cocktail Molotov, il a d'autant plus de facilité à s'implanter qu'en fait il va se baser aussi sur une pratique, je pense, ancienne sur place, qui est un phénomène de sous-location et de colocation assez important pour justement s'en sortir et s'en tirer, qui a repris de la vigueur avec la crise. Et aussi parce que finalement, plein de gens le disent, à un moment donné où plus personne n'a quasiment de revenus, une grande partie de la jeunesse est au chômage, une partie des propriétaires n'arrivent même pas à payer leurs charges et donc acceptent des loyers à titre gratuit de plein de locataires pour qu'au moins les bâtiments soient entretenus, et en fait Airbnb arrive pile là où il réussit très souvent à s'implanter la plateforme, en plein milieu des crises, dans des villes en difficulté, et va se greffer là-dessus. Et donc on a des phénomènes hyper étranges où on a un mélange de pionniers qui viennent faire du Airbnb parfois au milieu de l'émeute, en sachant où est-ce qu'en fait on va trouver le meilleur appartement pour s'y rendre un 6 décembre, et en parallèle tous les phénomènes qu'on connaît très rapidement, que le business qui marche aussi auprès des locataires, des petits propriétaires en galère, très rapidement en fait il est repris par des vrais propriétaires ou des gros investisseurs, et en très peu de temps, entre 2014 en gros et 2018, il y a eu une implantation effrénée de la plateforme qui va même dépasser des quartiers super touristifiés déjà, près de l'Acropole. Il y a un point qu'on n'a pas signalé mais qui est important, c'est qu'Exarchia n'est pas du tout un quartier très lointain, c'est un quartier très près de l'hypercentre d'Athènes. C'est ce qui fait toute sa complexité et le fait qu'il est vraiment vu comme un quartier problématique du point de vue du pouvoir depuis si longtemps, que les premiers plans de rénovation urbaine au début des années 80, ils le mettent de façon centrale pour en finir avec cette espèce d'îlot de brassage politique et de contestation permanent. Ça foire complètement, mais en tout cas ils y reviennent, et effectivement c'est un quartier qui a 10 minutes du Parlement, enfin 10-15 minutes quoi, à pied du Parlement, c'est un tout petit triangle hyper dense dans lequel les ruelles sont minuscules, il y a une espèce d'un peu d'infrastructure et d'architecture de l'émeute aussi avec Exarchia. Il y a plein de colonnades, les murs sont entièrement évidemment repeints de graffitis et d'affiches politiques, mais en tout cas il y a aussi ces micro-ruelles qui font que au moment de la contestation,
il y a un vrai phénomène de repli et de refuge dans le quartier aussi qui se comprend par sa composition vraiment architecturale. Et du même coup, c'est un lieu où se concentrent toutes les contradictions de la politique athénienne et grecque en général, qui fait très peur parce que c'est une sorte de base arrière, base rouge, comme on l'a vu dans plein d'endroits, anarchiste aussi, évidemment, depuis les années 90, où tout se prépare, avec ce bastion très particulier à l'histoire politique grecque, qui est Polytechnique, et donc le lieu, qui est en fait une école d'art et de travaux pratiques, hein, qui, en 73, se révolte contre la dictature militaire et est écrasé dans le sang avec 80 personnes tuées, avec les chars qui enfoncent les portes de Polytechnique. Donc c'est aussi une histoire sanglante de la répression militaire qui s'est transférée d'une certaine manière à la haine qu'ont aussi une partie des Grecs, ou en tout cas qui la redécouvrent après 2008 pour la police, qui est considérée comme son principal aussi héritier. Et il y a une forme de... Oui, il y a une forme de parallèle aussi là, avec une espèce de continuum colonial qu'on a vu dans les massacres qu'on a eu aussi en France, dans l'Hexagone, dans les banlieues, et un continuum dictatorial que une partie des Grecs voit dans cette violence policière permanente, dans les tortures qu'on continue de dénoncer très souvent dans les commissariats, et évidemment dans l'oppression des étrangers, des exilés et des migrants de plus en plus au début des années 2000, quoi. Non, moi j'ai l'impression que ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette histoire grecque de ces deux décennies-là, c'est que ça ouvre des questions et des problèmes un peu insolubles, quoi. Et notamment parce que moi, je pense qu'il y a vraiment un continuum entre les différents événements que tu as abordés. C'est que avant les émeutes de 2008, la Grèce, c'est un pays où il y a notamment Athènes, mais pas que Athènes, enfin, il y a un milieu activiste, politique, anarchiste absolument massif, qui a probablement à peu près il y a aucune comparaison ailleurs dans le monde, un niveau de violence politique, enfin une disposition à la violence politique très grande, et en même temps, moi je me souviens que après les 2-3 premières nuits d'émeute de décembre 2008, se posait la question un petit peu bizarre, parce qu'en gros à ce moment-là, il n'y avait plus une banque qui n'avait pas été fracassée ou cramée, etc. Bref, tout ce qui pouvait être cassé ou brûlé l'avait été, et donc il y avait un petit peu cette question ouverte de dire ah mais bon, une fois qu'on a cassé tout ça, qu'est-ce qu'on fait quelque part. Cette question-là, elle a été suspendue et en même temps renouée un peu différemment juste après avec on a parlé tout à l'heure, la Marfin Bank. Donc c'est lors d'une grosse manifestation, un groupe de jeunes un peu énergiques crame une banque, et il s'avère qu'il y a des gens dans cette banque qui étaient dans la banque et qui donc meurent. Et ça, à ce moment-là, par exemple, dans les milieux grecs, ça a ouvert des débats extrêmement intéressants, avec certaines personnes qui disaient ah oui, alors on va dire les plus insensibles disaient oui, mais en fait ces gens qui de toute manière ils étaient complices du capitalisme, on va dire une version un peu bébête. Des gens, on va dire sur une version un peu conspi, qui disaient non mais s'ils ne sont pas sortis, c'est de la faute de leur patron, parce que c'est de la faute du patron, etc. Et d'autres gens qui disaient non mais en fait ça va pas du tout, on ne peut pas faire des trucs où il y a des gens qui étaient au hasard, enfin par hasard ou plus ou moins par hasard dans leur banque, qui se retrouvent à mourir, et ne pas poser ça comme un vrai et énorme problème politique. Et cet événement-là, il a gelé la situation après, il a créé une espèce de stupeur, et la stupeur venait certainement plus du fait de ne pas être capable de se ressaisir de ce fait sordide de personnes qui crament dans une banque politiquement, et j'ai l'impression qu'ensuite c'est aussi ce qui se passe avec cette histoire de dealers assassinés, parce qu'évidemment tout le monde trouvait ça absolument terrible que quelqu'un soit fait poignarder et qu'il fallait évidemment répliquer, mais si la réponse face à la violence de l'État c'est d'assassiner quelqu'un en retour, on voit bien tous les problèmes éthiques et politiques que ça pose, et
Et voilà, et donc ça, je trouve que c'est vraiment l'espèce de nœud de rapport à la violence et de rapport au territoire, quoi. Est-ce que finalement, tenir un territoire de manière anarchiste, c'est replaquer une idée de la souveraineté territoriale, etc. Là, d'un seul coup, bizarrement, tu te retrouves un peu sur les mêmes skis que l'État, ce que évidemment les gens voulaient pas. Enfin bref, j'ai l'impression que ça ouvre plein de questions sur la violence, la valeur qu'on accorde à une vie générique, même celle d'un dealer horrible qui a assassiné quelqu'un avant, enfin qui a fait assassiner quelqu'un avant, etc., etc. Enfin voilà, je trouve que ça pose vraiment la question et territorialement, c'est l'autre truc important, c'est oui, très bien, Exarchia, c'est un truc, il y a plein de lieux, plein de machins, c'est extrêmement dynamique, mais Exarchia, au milieu de la crise grecque et le fait que tout le monde crève la dalle, et bah, comme tu l'as dit, plein de gens, plein de camarades grecs sont partis ailleurs, certains sont allés dans leur ferme familiale pour essayer d'aller élever 3 lapins et réussir à survivre, enfin voilà, un peu l'impossibilité de vivre dans une sorte de bulle qui serait anarchiquement organisée par des assemblées, mais qui pour autant est absolument poreuse à la totalité du reste du monde autour, quoi. Bah, il y a deux choses effectivement essentielles, quoi, dans tout ça. Et déjà, ça a été essayer de reposer en fait les questions qui ont été posées. Il y en a tellement, effectivement, je pense, sur la décennie qui ont été posées, et au mouvement, et à la question politique de qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes dans ces situations qui est invraisemblable, quoi, en vrai, hein, parce que c'est aussi le propre des périodes de crise, d'ouvrir autant en même temps de difficultés, de dureté de la vie quotidienne, de drame, mais aussi d'ouvrir des possibles, quoi, parce que les gens sont obligés de se prendre en main encore plus qu'ils l'étaient auparavant, et donc de résoudre ces questions. Dans ce que tu as dit, après 2010, il y a d'ailleurs un événement qui est encore plus exemplaire, je crois, de tout ça, au niveau de c'est quoi notre rapport, en fait, à la question politique centrale. C'est les journées de février, enfin les émeutes de nuit de février 2012, quand on atteint le maximum de coupes économiques dans les ménages, le deuxième mémorandum qui conduit à 3 journées, 3 nuits d'émeutes, et où effectivement les gens se posent ouvertement la question. La police est dépassée, ils sont à court de lacrymogènes, mais en même temps ils restent sur place. Les gens savent plus vraiment quoi faire, ils disent qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, où est-ce qu'on est. Et il y a même cet autonome Antifa là qui dit, moi je le voyais à distance parce que cette fois-là j'étais pas venu sur place, et il y avait quelque chose de, déjà c'était nocturne, d'habitude les grandes journées comme celle de la Marfin Bank, où je précise au passage que c'est le patron qui a laissé les portes de sécurité fermées, et ça a été reconnu 10 ans après dans le procès, et qu'il a donc volontairement empêché aussi ses employés de sortir de la banque, et effectivement ça va créer une énorme scission dans le mouvement, tout ça. Mais en février 2012, on est de nuit, énormément de bâtiments sont incendiés, et plus uniquement des banques, on a aussi des théâtres, on a aussi vraiment des immeubles, et il dit, on sent que la crise elle est passée sur tous les corps, et qu'il y a une forme de désillusion, et que plus personne sait exactement ce qu'ils vont pouvoir faire. Et d'autres disent, parmi les insurrectionnalistes eux-mêmes, eh ben, en fait, quand t'as pas un mouvement pour reprendre en main tout ce qui se passe, soit pour prendre le pouvoir, soit pour le mettre à bas et faire une autre société à ton image, bah en fait tu rentres à la maison, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour beaucoup de gens. Ils sont rentrés, et puis ils ont pris de plein fouet la crise après 2012. C'est aussi le moment où justement on commence à avoir l'ascension d'Aube Dorée qui vient sur toute cette désillusion, grappiller des points et de l'électorat, et monte tout à coup avec des députés qui sont élus au Parlement. Et puis rapidement aussi, c'est l'hypothèse Syriza, quoi. Comment tu transformes ça en une hypothèse électorale qui va rapidement être finalement vaincue par l'impossibilité à renégocier la dette. Puis de l'autre, il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est quoi une utopie encerclée dans un quartier où finalement la force de ce qui s'est passé et de 2008 et de toutes ces années ultérieures, hein, parce que c'est pas juste 2008, ça a forcé la police à rester à distance, mais en même temps, elle multiplie au contraire toute la période des points pour empêcher Exarchia de s'exporter, parce que c'est clairement ça, pour plein de gens, ils le voient. C'est on met plein de CRS tout autour, comme on a mis d'ailleurs un peu avec un président encore pour quelques jours en prison
qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, des camions de CRS partout, tout autour des quartiers dans les banlieues, en 2006. On met plein de CRS qui empêchent... Pour la ZAD aussi, pour les ZAD, on empêche toutes ces expérimentations qui disent en fait quelque chose de ce monde qui est en train d'advenir, il est possible et on est en train de faire autrement, de s'élargir, quoi, et de grappiller de l'espace. Donc là-dessus, c'est vrai que, à sa manière, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut parler vraiment d'échec? En tout cas, il y a une impossibilité dans le quartier, c'est je pense, à mettre en place des modes de résolution de conflits qui sont plus coordonnés, qui sont plus discutés. Il y a plein d'assemblées qui émergent, il y a des assemblées d'assemblées qui émergent sur des fonctionnements plus politiques, mais c'est vrai que sur la question de comment on va s'en passer, il n'y a pas non plus une forme de discussion un peu plus pacifiée qui réussit à se mettre en place, parce que précisément tous les groupes sont déjà tellement en lutte qu'ils n'ont ni le temps, ni la capacité de se mettre sur ce type de résolution qu'on voit beaucoup plus dans des lieux, et ça, il y a une citation qui le dit très bien. Exarchia, c'est aussi un quartier qui est ouvert au grand vent. Il y a énormément d'allées et venues, et donc le coût aussi d'être sorti du quartier, il est moins élevé que quand on a une forme de communauté beaucoup plus structurée, importante, dans des communautés qui vont être indigènes dans certains pays du Sud ou autres, et qui font que, effectivement, on a tout intérêt à entrer dans des formes de résolution des conflits sans l'État, ou sans la police, ou sans certains autres groupes, parce qu'en fait, si on est sorti de la communauté, on disparaît, ou on est banni socialement. À Exarchia, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi, quand il y a des formes d'exclusion qui se maintiennent, qui peuvent retrouver d'autres situations à proximité ou ailleurs. Et donc ça joue aussi beaucoup sur le phénomène de réussir à coordonner entre les groupes dans le quartier cette résolution des conflits. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, ça fait partie, je pense, de tous les questionnements que pose Exarchia au mouvement, et au mouvement au pluriel, je veux dire, en général, quoi. Et évidemment, la question du militarisme qui est dedans aussi, quoi.